Lecture audio du conte Le grand Klaus et le petit Klaus de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait dans une ville 2 hommes qui portaient le même nom. Tous deux s'appelaient Klaus, mais l'un possédait 4 chevaux et l'autre ne possédait qu'un seul cheval. Pour les distinguer l'un de l'autre, on appelait celui qui possédait 4 chevaux le grand Klaus et celui qui ne possédait qu'un cheval le petit Klaus. Nous allons apprendre quel rapport ils ont entre eux, car ceci est une histoire véritable. Pendant toute la semaine, le petit Klaus devait labourer pour le grand Klaus et lui prêter son unique cheval. Et le grand Klaus le lui rendait avec tous ses 4, mais une seule fois la semaine, et c'était le dimanche. Comme le petit Klaus fouettait avec son fouet au-dessus des 5 chevaux, ils étaient alors, autant dire, à lui ce seul jour-là. Le soleil brillait superbe et toutes les cloches sonnaient dans la tour de l'église pour appeler les fidèles, et les gens avaient fait toilette et marchaient le psautier sous le bras pour aller entendre le prêtre prêcher. Et ils regardaient le petit Klaus qui labourait avec 5 chevaux. Le petit Klaus était si content qu'il faisait encore claquer son fouet et criait « tous mes chevaux !» « Il ne faut pas dire ça, » dit le grand Klaus, « un seul cheval est à toi. » Mais lorsque de nouveau quelqu'un passa pour aller à l'église, le petit Klaus oublia qu'il ne devait pas dire ça et cria « tous mes chevaux !» « Je te prie de cesser, » dit le grand Klaus, « car si tu le dis encore une fois, je frapperai ton cheval au front, de telle sorte qu'il sera tué du coup, et ce sera fini pour lui. » « Je ne le dirai certes plus, » dit le petit Klaus, mais lorsque des gens passèrent et lui dirent bonjour d'un signe de tête, il fut si content et il trouvait que c'était si beau d'avoir 5 chevaux pour labourer son champ qu'il fit claquer son fouet et cria « tous mes chevaux !»« Je vais leur dire « à tes chevaux !» dit le grand Klaus, et il prit la maillotche et frappa l'unique cheval du petit Klaus au front, si bien qu'il tomba, et il était tout à fait mort. « Hélas, je n'ai plus de cheval, » dit le petit Klaus, et il se mit à pleurer. Puis il enleva la peau du cheval et la fit bien sécher au vent, et il la mit dans un sac qu'il prit sur son épaule, et il se rendit à la ville pour vendre sa peau de cheval. Il avait une longue route à parcourir, et il devait traverser une grande forêt sombre, et un terrible orage éclata. Il se trompa de chemin, et, avant qu'il eût retrouvé la bonne voie, la journée s'avançait, et il était trop loin pour arriver à la ville ou pour rentrer chez lui avant la nuit. Tout près du chemin était une grande ferme. Les volets des fenêtres étaient fermés, mais la lumière brillait dans le haut. « On me permettra bien de passer la nuit là, » se dit le grand Klaus, et il alla frapper à la porte. La femme du cultivateur ouvrit, mais lorsqu'elle eut entendu ce qu'il voulait, elle dit qu'il devait passer son chemin, que son mari n'était pas à la maison et qu'elle ne recevait pas d'étrangers. « Bon, alors il faudra que je couche dehors, » dit le petit Klaus, et la femme ferma la porte. Tout près de là se trouvait une grande meule de foin, et entre la meule et la maison était un appentis à toit de chaume plat. « Je peux me coucher là-dessus, » se dit le petit Klaus lorsqu'il vit le toit. « C'est un lit excellent. J'espère que la cigogne ne descendra pas pour me mordre les jambes, car une cigogne était en haut du toit où elle avait son nid. » Et le petit Klaus grimpa sur l'appentis où il se coucha, et se tourna de façon à être bien à son aise. Les volets de bois n'atteignaient pas jusqu'en haut des fenêtres, en sorte qu'il pouvait voir dans la salle. La table y était servie avec vin, rôti et un superbe poisson. La femme du cultivateur et le sacristain étaient à table, tout seuls, et elle le servait, et il tapait sur le poisson, car c'était un plat qu'il aimait. « Si on pouvait en manger aussi un morceau, » se disait le petit Klaus, et il allongeait la tête vers la fenêtre. Mon Dieu, quel délicieux gâteau il apercevait là-bas! Oh, c'était un festin! Et il entendit quelqu'un arriver à cheval sur la route et se diriger vers la maison. C'était le mari cultivateur qui rentrait chez lui. C'était un brave homme, mais qui avait cette maladie singulière de ne pas supporter la vue des sacristains.
Si un sacristain paraissait à ses yeux, il devenait furieux. C'est pourquoi le sacristain était entré dire bonjour à la femme, sachant que le mari n'était pas chez lui, et c'est pourquoi la brave femme avait sorti pour lui ce qu'elle avait de meilleur. Mais lorsqu'ils entendirent que le mari arrivait, ils furent très effrayés, et la femme pria le sacristain de se fourrer dans une grande caisse vide qui était dans le coin de la salle. Et il le fit, car il savait que le pauvre homme ne pouvait pas supporter de voir des sacristains. La femme cacha bien vite tous les bons plats et le vin dans son four à boulanger, car si le mari avait vu cela, il aurait demandé ce que cela signifiait. « C'est dommage, soupira le petit Klaus en haut de l'appentis, lorsqu'il vit disparaître tous ses mets. « Il y a quelqu'un là-haut » demanda le cultivateur. Et il aperçut le petit Klaus. « Pourquoi es-tu couché là? Viens plutôt dans la salle. » Et le petit Klaus raconta qu'il s'était égaré et demanda la permission de passer la nuit. « Bien sûr, dit le cultivateur, mais nous allons d'abord manger un morceau. » La femme les accueillit très bien tous les deux, servit une longue table et leur donna un grand plat de bouillie. Le cultivateur avait faim et mangea de bon appétit, mais le petit Klaus ne pouvait s'empêcher de penser aux rôtis, aux poissons et aux gâteaux délicieux qu'il savait déposer dans le four. Il avait placé à ses pieds sous la table le sac qui contenait la peau de cheval, car nous savons que c'était avec cette peau qu'il était parti de chez lui pour aller la vendre à la ville. La bouillie ne lui plaisait pas du tout, et il mit le pied sur son sac, et la peau séchée qui était dedans craqua avec bruit. « Chut !» dit le petit Klaus à son sac, mais en même temps il le piétina de nouveau, et le sac craqua bien plus fort. « Non, qu'est-ce que tu as dans ton sac ?» demanda le cultivateur. « Oh, c'est un sorcier, » dit le petit Klaus. « Il dit que nous ne devons pas manger de la bouillie, et qu'il a, par sortilège, rempli tout le four avec rôtis, poissons et gâteaux. »« Comment ?» dit le cultivateur, et il ouvrit bien vite le four, et vit l'excellent repas que sa femme avait caché, mais qu'il croyait surgi là pour eux par la magie du sorcier. La femme n'osa rien dire, et mit aussitôt les plats sur la table, et ils mangèrent du poisson et du rôti et du gâteau. Puis le petit Klaus mit de nouveau le pied sur le sac, et la peau craqua. « Que dit-il maintenant » demanda le cultivateur. « Il dit que sa magie nous a aussi sorti 3 bouteilles de vin, elles sont dans le coin près du poêle. » La femme fut obligée d'apporter le vin qu'elle avait caché, et le cultivateur but et devint gai. Il aurait eu grande envie de posséder un sorcier comme celui que le petit Klaus avait dans son sac. « Peut-il évoquer le diable » demanda le cultivateur. « Je voudrais bien le voir, maintenant que je suis gai. »« Oui, » dit le petit Klaus, « mon sorcier peut tout ce que je lui demande. N'est-ce pas, toi ?» demanda-t-il en posant le pied sur le sac, qui craqua. « Tu entends bien qu'il dit oui. Mais le diable a une vilaine mine. Ce n'est pas la peine de le voir. »« Oh, je n'ai pas peur du tout. Quel air peut-il avoir ?»« Oui, il aura l'air d'un sacristain tout craché. »« Pfuh !» dit le cultivateur, « c'est affreux. Vous saurez que je ne peux pas supporter de voir des sacristains. Mais peu importe cette fois, puisque je sais que c'est le diable. J'en prendrai mieux mon parti. J'ai du courage maintenant, mais il ne devra pas m'approcher de trop près. »« Bon, je vais interroger mon sorcier, » dit le petit Klaus, qui mit le pied sur le sac et tendit l'oreille. « Il dit que vous pouvez aller ouvrir la caisse qui est dans le coin, et vous verrez le diable tout assez, mais il faudra tenir le couvercle pour qu'il ne se sauve pas. »« Voulez-vous m'aider à le tenir ?» dit le paysan, et il se dirigea vers la caisse où sa femme avait caché le vrai sacristain, qui avait bien peur. Le paysan souleva un peu le couvercle et regarda en dessous. « Pfuh !» s'écria-t-il, et il bondit en arrière. « Oui, je l'ai vu. Il avait tout à fait l'air de notre sacristain. Non, c'est effroyable. » Il fallait boire un coup par là-dessus, et ils burent encore jusque tard dans la nuit. « Il faut que tu me vendes ce sorcier, » dit le paysan. « Demande-moi pour ça ce que tu voudras. Oui, je te donnerai tout de suite tout un boisseau d'argent. »« Non, je ne peux pas, » dit le petit Klaus. « Songe donc tout le profit que je peux tirer d'un pareil sorcier. »« Ah, je voudrais tant l'avoir, » dit le paysan.
et il continuait à le supplier. « Oui, dit enfin le petit Klaus, puisque tu as été assez aimable pour me donner asile cette nuit, ça peut aller. Tu auras le sorcier pour un boisseau d'argent, mais je veux que le boisseau soit comble. » « Il le sera, dit le paysan, mais tu emporteras la caisse qui est là. Je ne veux pas l'avoir une heure de plus dans la maison, et on ne peut pas savoir s'il est encore là. » Le petit Klaus donna au paysan son sac avec la peau séchée qu'il contenait, et reçut pour cela un boisseau d'argent et plein jusqu'au bord. Le cultivateur lui offrit même une grande voiture à bras pour y transporter l'argent et la malle. « Adieu, dit le petit Klaus. » Et il partit avec son argent et la grande malle, où était encore le sacristain. De l'autre côté de la forêt, il y avait une grande rivière profonde. L'eau y coulait si fort que l'on pouvait à peine nager contre le courant. On avait construit un grand pont tout neuf qui le traversait. Le petit Klaus s'arrêta au milieu du pont et dit bien haut, afin que le sacristain, dans sa caisse, pût l'entendre. « Non, mais qu'est-ce que je vais faire de cette bête de caisse ? Elle est lourde comme s'il y avait des pierres dedans. Je vais m'éreinter si je la traîne plus longtemps. Aussi je vais la jeter dans la rivière. Si elle descend le courant jusque chez moi, ça va bien. Et si elle ne le fait pas, ça m'est égal. » Et il prit la caisse d'une main et la souleva un peu, comme s'il voulait la précipiter dans l'eau. « Non, arrêtez !» cria le sacristain dans la caisse. « Laissez-moi sortir !»« Ouh !» dit le petit Klaus, et il fit semblant d'avoir peur. « Il est encore là. Il faut que je me dépêche de le jeter à l'eau pour qu'il se noie. »« Oh non, oh non !» cria le sacristain. « Je te donnerai tout un boisseau d'argent si tu ne fais rien. »« Ah, c'est une autre affaire, » dit le petit Klaus, et il ouvrit la caisse. Le sacristain sortit aussitôt de la caisse et poussa la caisse vide dans la rivière, puis rentra chez lui, où le petit Klaus reçut tout un boisseau d'argent. Il y en avait un déjà qui venait du paysan. Maintenant il avait toute sa charrette pleine d'argent. « Eh bien, je me suis très bien fait payer ce cheval, » se dit-il lorsqu'il fut rentré dans sa maison, et il renversa tout l'argent en un gros tas au milieu du plancher. « Le grand Klaus va être vexé quand il apprendra comme je suis devenu riche avec mon unique cheval. Mais je ne vais pas le lui raconter tel quel. » Et il envoya un gamin chez le grand Klaus pour lui emprunter un boisseau. « Qu'est-ce qu'il veut en faire ?» se demanda le grand Klaus. Et il enduisit de goudron le fond du boisseau afin qu'il pût rester un peu de ce qui serait mesuré, et c'est ce qui arriva, car lorsque le boisseau lui fut rendu, 3 pièces neuves d'argent de 8 skillings y étaient collées. « Comment ?» dit le grand Klaus, et il courut tout de suite chez le petit. « Où as-tu reçu tant d'argent ?»« Oh, c'est pour la peau de mon cheval, je l'ai vendue hier soir. »« C'est joliment bien payé, dit le grand Klaus. » Et il se dépêcha de rentrer, prit une hache et frappa tous ses 4 chevaux au front, leur enleva la peau et s'enfuit dans la ville avec les peaux. « Des peaux, qui veut acheter des peaux ?» criait-il à travers les rues. Tous les cordonniers et tanneurs accoururent et lui demandèrent ce qu'il en voulait. « Un boisseau d'argent la pièce, » dit le grand Klaus. « Es-tu fou ?» dirent-ils tous. « Crois-tu que nous avons de l'argent par boisseau ?»« Des peaux, qui veut acheter des peaux ?» cria-t-il de nouveau. Mais à tous ceux qui demandaient le prix des peaux, il répondait « un boisseau d'argent. »« Il veut se moquer de nous, dirent-ils tous. Et les cordonniers prirent leurs tire-pieds et les tanneurs leurs tabliers de cuir et se mirent à étriller le grand Klaus. « Des peaux, crièrent-ils en l'imitant. « Oui, nous allons t'en donner une peau rouge de sang. Allez, oust, décampe de la ville. » Et le grand Klaus dut se hâter autant qu'il pouvait. Jamais de sa vie on ne l'avait ainsi étrillé. « Ouf !» dit-il quand il fut rentré. « Le petit Klaus me paiera ça, je le tuerai pour ça. » Et chez le petit Klaus, sa vieille grand-mère était morte. Elle avait été, il est vrai, bien acariâtre et méchante envers lui. Mais il était tout de même très affecté. Il prit la morte et la coucha dans son lit bien chaud, pour le cas où elle pourrait revenir à la vie. Elle resterait là toute la nuit, lui-même dormirait dans le coin sur une chaise, comme il l'avait déjà fait d'autres fois. Comme il était assis dans le coin pendant la nuit, la porte s'ouvrit,
et le grand Klaus entra, portant sa hache. Il savait où était le lit du petit Klaus. Il y alla tout droit et frappa au front la grand-mère morte, croyant que c'était le petit Klaus. « Tiens, dit-il, tu ne te moqueras plus de moi. » Et il retourna chez lui. « C'est vraiment un vilain homme très méchant, se dit le petit Klaus. Il voulait me tuer. » Heureusement pour la vieille grand-mère, elle était déjà morte. Sans quoi il lui aurait pris la vie. Puis il mit à la vieille grand-mère ses habits du dimanche, emprunta un cheval à son voisin, l'attela à la voiture, installa sa vieille grand-mère sur le siège de derrière, de façon qu'elle ne pût pas tomber lorsqu'il reconduirait la voiture, et ils partirent ainsi à travers la forêt. Lorsque le soleil se leva, ils étaient devant une grande auberge. Le petit Klaus s'arrêta là, et entra pour manger un morceau. L'aubergiste était très riche, et c'était aussi un excellent homme, mais emporté, comme s'il y avait eu poivre et tabac en lui. « Bonjour, dit-il au petit Klaus. Tu as mis de bonne heure tes beaux habits aujourd'hui. »« Oui, dit le petit Klaus. Je vais en ville avec ma vieille grand-mère. Elle est assise dehors dans la voiture. Je ne peux pas l'amener dans la salle. Voudriez-vous lui porter un verre d'hydromel? Mais il faut lui parler très haut, car elle n'entend pas bien. » « Oui, je vais le faire, dit l'aubergiste, et il versa un grand verre d'hydromel qu'il s'en alla offrir à la grand-mère morte, qui était disposée dans la voiture. « Voilà un verre d'hydromel de la part de votre fils, dit l'aubergiste. Mais la morte ne souffla mot et resta immobile sur son siège. « Vous n'entendez pas? Cria l'aubergiste le plus fort qu'il put. Voilà un verre d'hydromel de la part de votre fils. Une fois de plus, il cria la même phrase, et encore une fois, mais comme elle ne bougeait pas, il se mit en colère et lui jeta le verre en plein visage, si bien que l'hydromel lui coula sur le nez, et elle tomba dans la voiture à la renverse, car elle avait été bien installée, mais non attachée. « Holà !» cria le petit Klaus. Il bondit de la porte et prit l'aubergiste à la gorge. « Tu as frappé ma grand-mère à mort. Regarde, elle a un grand trou dans le front. »« Ah, quel malheur !» se lamenta l'aubergiste en joignant les mains. « Ça vient encore de mon impatience. Mon cher petit Klaus, je te donnerai tout un boisseau d'argent, et je ferai enterrer ta grand-mère comme si c'était la mienne, si tu veux bien te taire, car autrement on me coupera la tête, et c'est bien désagréable. » Le petit Klaus eut donc tout un boisseau d'argent, et l'aubergiste enterra la vieille grand-mère comme si elle eût été la sienne. Et lorsque le petit Klaus fut rentré chez lui avec tant d'argent, il envoya tout de suite son gamin chez le grand Klaus pour le prier de lui prêter un boisseau. « Comment » dit le grand Klaus. « Je ne l'ai pas tué. Il faut que j'aille voir moi-même. » Et il s'en alla lui-même avec le boisseau chez le petit Klaus. « Non. Où est-ce que tu as eu tout cet argent » demanda-t-il, et il écarquillait les yeux à la vue de tant d'argent. « C'est ma grand-mère et pas moi que tu as tué, dit le petit Klaus. Je l'ai vendue, et j'ai eu pour elle un boisseau d'argent. »« C'est joliment bien payé, dit le grand Klaus. Et il se dépêcha de rentrer, prit une hache et tua tout de suite sa grand-mère, l'étendit dans la voiture, se rendit à la ville et lui demanda s'il voulait acheter une personne morte. « Qui est-ce et comment l'avez-vous » ? « C'est ma grand-mère, dit le grand Klaus. Je l'ai tuée pour un boisseau d'argent. »« Dieu nous protège, dit le pharmacien. Vous battez la campagne. Ne dites pas des histoires pareilles, car vous pourriez perdre la tête. » Et il lui dit quel crime abominable il avait commis, et qu'il était un méchant homme, et qu'on devait le punir. Le grand Klaus fut si effrayé qu'il se précipita hors de la pharmacie, sauta dans la voiture, fouetta les chevaux et courut chez lui. Et le pharmacien et tous les gens croyaient qu'il était fou. C'est pourquoi on le laissa partir où il voulait. « Tu me paieras ça, se dit le grand Klaus lorsqu'il fut sur la route. Oui, tu me le paieras, petit Klaus. » Et aussitôt qu'il fut rentré, il prit le plus grand sac qu'il put trouver, se rendit chez le petit Klaus et dit « Tu t'es encore moqué de moi. J'ai tué d'abord mes chevaux, ensuite ma vieille grand-mère. Tout ça, c'est de ta faute, mais tu ne te moqueras plus de moi. » Et il prit le petit Klaus à plein corps et le fourra dans son sac, puis le mit sur son cou et lui cria « Maintenant, je vais te noyer. » Le chemin était long jusqu'à la rivière, et le petit Klaus n'était pas léger à porter.
La route passait devant l'église, l'orgue jouait et les gens chantaient. Alors le grand Klaus posa son sac avec le petit Klaus tout près de la porte de l'église, et se dit que ce serait très bien d'entrer et d'écouter un psaume avant d'aller plus loin. Le petit Klaus ne pourrait pas s'échapper, et tout le monde était à l'église. Et il entra. Hélas, hélas, soupirait le petit Klaus dans le sac, et il se retournait, mais il lui était impossible de dénouer le lien. À ce moment survint un vieux bouvier aux cheveux tout blancs, un grand bâton à la main. Il poussait devant lui tout un troupeau de vaches et de taureaux. Ces bêtes couraient au sac où le petit Klaus était enfermé, et le renversèrent. « Hélas !» soupira le petit Klaus, « je suis si jeune, et déjà je vais aller au ciel. »« Et moi, malheureux, dit le bouvier, je suis vieux, et je ne peux pas y aller encore. »« Ouvre le sac, cria le petit Klaus, prends-y ma place, et tu iras tout de suite au ciel. »« Oui, je ne demande pas mieux, dit le bouvier, et il défit le lien pour le petit Klaus, qui sortit aussitôt. « Veux-tu veiller sur le troupeau ?» dit le vieux. Et il se mit dans le sac, que le petit Klaus attacha, puis il partit avec toutes les vaches et les taureaux. Un moment après, le grand Klaus sortit de l'église, reprit son sac sur le cou, trouva qu'il était devenu bien léger, car le grand bouvier n'était pas moitié si lourd que le petit Klaus. « Comme il est devenu facile à porter, oh, c'est sans doute parce que j'ai entendu un psaume. » Et il se rendit à la rivière, qui était profonde et large, jeta le sac dans l'eau avec le vieux bouvier, et lui cria, car il croyait que c'était le petit Klaus, « Voilà, maintenant tu ne te moqueras plus de moi. » Et il rentra chez lui, mais en arrivant à l'endroit où le chemin se divisait, il rencontra le petit Klaus qui poussait tout son troupeau. « Comment ?» dit le grand Klaus, « je ne t'ai pas noyé ?»« Si, » dit le petit Klaus, « tu m'as jeté dans la rivière il y a une petite demi-heure. »« Et d'où te vient ce beau troupeau ?» demanda le grand Klaus. « C'est du bétail aquatique, » dit le petit Klaus. « Je vais te conter toute l'histoire, et je te remercie de m'avoir noyé. Maintenant je suis à mon aise et tout à fait riche, comme tu vois. J'avais peur quand j'étais dans le sac, et le vent m'a sifflé aux oreilles quand tu m'as jeté du pont dans l'eau froide. J'ai plongé tout de suite au fond, mais sans heurte, car en bas il pousse un molle herbage délicieux. C'est là que je suis tombé. Le sac s'est ouvert aussitôt, et une gracieuse fille en vêtements tout blancs, avec une couronne verte sur ses cheveux mouillés, m'a pris par la main et m'a dit « Es-tu le petit Klaus ? Tu as là pour commencer un peu de bétail. À 1 mile, en remontant la route, il y a encore tout un troupeau que je t'offrirai. » Je vis alors que la rivière était une grande route pour la jante aquatique. C'est dans le fond qu'ils vont depuis la mer à travers les terres, jusqu'où la rivière finit. Il y avait là de belles fleurs, et l'herbe la plus tendre, et les poissons qui nageaient dans l'eau glissaient autour de moi, comme ici les oiseaux dans l'air. Quels gens charmants, et quels troupeaux qui parcouraient vallées et plaines. « Mais pourquoi es-tu remonté tout de suite ?» demanda le grand Klaus. « Je ne l'aurais pas fait, si tout est si agréable là-bas. »« Si, dit le petit Klaus, c'est justement une malice de ma part. Tu as bien entendu ce que je disais. L'ondine a dit qu'à 2 lieues en remontant la route, et par la route elle veut dire la rivière, car elle ne peut pas prendre d'autre chemin, se trouve encore tout un troupeau de bétail pour moi. Mais je sais combien la rivière est sinueuse, coup d'ici, coup de là, c'est tout un détour. Il est bien plus court, quand on le peut, de remonter ici sur terre, et de couper droit pour retourner à la rivière. Je gagne ainsi 1 lieue, et j'arriverai bien plus vite à mon troupeau aquatique. »« Oh, tu es un homme heureux, » dit le grand Klaus. « Crois-tu que j'aurai aussi du bétail aquatique si je vais au fond de la rivière ?»« Oh, je pense bien, » dit le petit Klaus, « mais je ne peux pas te porter dans le sac jusqu'à la rivière. Tu es trop lourd pour moi. Si tu veux y aller toi-même, et là entrer dans le sac, je te jetterai dans l'eau avec le plus grand plaisir. »« Je te remercie, » dit le grand Klaus, « mais si je ne reçois pas de bétail aquatique, une fois au fond, je t'étrillerai, je t'assure. »« Oh non, ne sois pas si méchant. » Et ils se rendirent à la rivière. Lorsque le troupeau, qui avait soif, vit l'eau, les bêtes coururent tant qu'elles purent pour descendre boire.
Vois comme elles se dépêchent, dit le petit Klaus. Elles ont envie de retourner au fond. Oui, aide-moi d'abord, dit le grand Klaus, sinon je t'étrille. Et il se glissa dans le sac qui avait été placé en travers sur le dos de l'un des taureaux. Mets-y une pierre, dit le grand Klaus, autrement j'ai peur de ne pas m'enfoncer. Ça ira, dit le petit Klaus, mais il mit tout de même une grosse pierre dans le sac, noua solidement la corde et poussa le paquet. Pouf! Le grand Klaus s'enfuit dans la rivière et toucha le fond tout de suite. J'ai peur qu'il ne trouve pas le troupeau, se dit le petit Klaus en poussant le bétail qu'il avait. Fin de la lecture du conte Le grand Klaus et le petit Klaus. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.